protège les marins qui entrent dans le port. Du haut de ses 63 mètres, le phare du Risban de Dunkerque domine la côte et guide les navires depuis 1842. C'est un repère encore essentiel aujourd'hui pour la navigation. Mais Nicolas, quand on regarde ce phare, on est impressionné tout de suite par sa hauteur, 63 mètres de haut, mais c'est la taille normale d'un phare, ça ? Il n'y a pas vraiment de taille standard pour un phare, c'est-à-dire que la hauteur d'un phare, elle va dépendre tout simplement déjà de la topographie locale ou du relief. À Dunkerque, c'est assez peu accidenté, donc du coup on va avoir un phare très grand. Par contre, si le phare est construit en haut d'une falaise, là le phare va être beaucoup plus petit. Mais aussi ça dépend de la catégorie du phare. Il faut savoir qu'en gros, pour simplifier, il y a 3 catégories de phares. Ici, au phare du Risban, vous êtes sur un phare de première catégorie. Donc on va dire que c'est un phare qui va avoir la plus grande portée lumineuse. Donc pourquoi il est aussi grand? C'est pour avoir une portée lumineuse qui va partir très très loin. Un phare qu'on va retrouver par exemple à l'entrée de port, qui va juste indiquer l'entrée du chenal d'accès, va être beaucoup plus petit. On va dire que c'est un phare de 2e ou 3e catégorie. Donc là, sa portée lumineuse, généralement, on va parler en kilomètres, c'est une vingtaine de kilomètres. Et là, le phare n'a pas besoin d'être aussi grand. Mais alors du coup, la portée de ce phare de catégorie 1 est de combien? Alors quand toutes les conditions climatiques sont réunies, c'est une cinquantaine de kilomètres. Pourquoi quand il fait pas beau du tout, du coup? Il fait jamais pas beau à Dunkerque. Pardon Il fait rarement très beau aussi. Non, c'est-à-dire que forcément, quand il y a de la brume, la portée lumineuse est réduite, mais vraiment, quand les conditions climatiques optimales sont réunies, là, on a une cinquantaine de kilomètres. Qu'est-ce qui différencie ce phare des autres phares français? En termes de taille, c'est pas le plus grand. Il y a des phares qui vont être un petit peu plus petits, comme par exemple le phare du Petit Minou en Bretagne, c'est une vingtaine de mètres de hauteur. Après, il y a aussi des phares qui vont être beaucoup plus grands. On a par exemple le phare de l'île Vierge, qui est même le plus grand phare d'Europe, qui fait un peu plus de 80 mètres de hauteur. Donc celui-ci, le phare du Risban, avec ses 63 mètres de hauteur, c'est le plus grand phare de sa catégorie, dans le sens où c'est un phare portuaire, donc qui est vraiment intégré dans la ville de Dunkerque. Les autres faits remarquables de ce phare, c'est que déjà c'est un monument historique et que c'est aussi le phare le plus septentrional de France, donc celui qui est au plus au nord. Plutôt typique de l'architecture des phares du 19e. C'est-à-dire que déjà on va avoir une tour cylindrique qui va être maçonnée en briques. On va utiliser un matériau local. Ici on est dans le nord à Dunkerque, donc ça va être de la brique. C'est Léonce Reynaud qui a dessiné les plans. Et Léonce Reynaud, on va le retrouver dans plusieurs phares de France. Par exemple, il a aussi dessiné les plans du phare de Calais, pas très loin d'ici. Ce phare, il s'élève sur un bâtiment rectangulaire. Qu'est-ce qu'il abritait? Autrefois, quand il était habité, ça abritait les logements des gardiens et aussi les bâtiments de fonction. Aujourd'hui, le phare il n'est plus habité parce qu'il a été automatisé. Mais Nicolas, que se passerait-il s'il n'y avait plus de phare ou s'il tombait en panne? Ça serait une véritable catastrophe. Mais heureusement, il y a des procédures. Donc, par exemple, on va pouvoir déclencher des feux de secours, déjà dans un premier temps. On va aussi pouvoir remettre le phare en fonctionnement de façon manuelle parce qu'il faut savoir que même avec l'arrivée des GPS et de tous les systèmes de navigation modernes, le phare, ça reste un repère lumineux fixe pour les marins. Donc c'est un rôle quand même qui reste essentiel, donc c'est pour ça qu'on veille à ce qu'il fonctionne toujours. Bon Nicolas, je vous propose de prendre un petit peu de recul parce que là on se sent minuscule, écrasé par ce phare gigantesque. Là, en prenant du recul, on voit un peu mieux sa structure. Et d'ailleurs, comment ce phare est-il construit pour résister aux intempéries? Je pense notamment au vent, à la pluie, puis surtout des tempêtes. On va utiliser des matériaux robustes. Donc dans d'autres phares, on peut avoir de la pierre. Ici à Dunkerque, c'est de la brique. Pour aider ce phare à être encore plus pérenne dans le temps, donc on va appliquer un revêtement sur toute la partie extérieure. Donc ça va le rendre assez résistant à la corrosion, due au sel ou à l'humidité. Mais pourquoi ce phare n'a-t-il pas une forme carrée ou rectangulaire? Pourquoi forcément cylindrique? Alors ça, c'est tout simplement pour l'aérodynamisme. Le fait d'avoir une forme comme ça circulaire, ça va offrir très peu de prise au vent, donc moins de pression exercée sur les parois. Le fait aussi d'avoir une forme circulaire, ça va bien répartir toute la charge du phare, donc tout le poids du phare, de son sommet vers la base. Après, il faut savoir quand même que la forme cylindrique, elle n'est pas systématique. Il y a aussi des phares qui existent, qui sont de forme carrée ou aussi octogonale. Où ça, par exemple? Le phare de Calais, il a une forme octogonale, tout à fait. Et il est plus résistant du coup ou moins? Il n'est pas plus résistant, c'est juste qu'il a été construit de façon différente. La forme octogonale est quand même assez aérodynamique, mais un petit peu moins, on va dire, que la forme circulaire comme le phare du Risban. Il manque plus que les ailes et ça décollerait. Et à quand remontent les tout premiers phares en France? À l'Antiquité, alors là, on va pas appeler ça vraiment des phares, on va plutôt parler de tours à feu. Donc vraiment les premiers phares en dur qui vont exister, ils vont apparaître à partir du XVIe, XVIIe siècle. Et d'ailleurs, ce qui est considéré comme le plus ancien phare en activité en France, c'est le phare de Cordouan, qui a été construit à la fin du XVIe siècle. Et il est même surnommé le Versailles, le roi des phares. Alors pour ça, c'est assez facile, il suffit tout simplement de voir son architecture qui est vraiment remarquable. Ce phare du Risban, d'où vient son nom, Risban?
Alors pour ça, il faut remonter au XVIIe siècle. Donc à cette époque, Dunkerque était un port militaire qui avait été fortifié par Vauban. Et ici, il y avait un fort qu'on appelait le Grand Risban. Toutes ces fortifications, elles ont été entièrement détruites à partir de 1713. Donc le phare, en gros, il est construit sur les ruines de ce fort et il a hérité de son nom. Donc ce phare du Risban a presque 2 siècles, c'est ça? Presque 2 siècles, donc il a été construit en 1842 et mis en service juste l'année d'après, en 1843. Avant son automatisation, comment le phare fonctionnait-il? Ça, c'est grâce au travail des gardiens qui étaient ici. Donc eux, leur travail, c'était de veiller justement à l'entretien du phare, donc eux aussi qui allumaient et éteignaient le phare. Et l'escalier qu'on va emprunter juste après, ça, ils le faisaient, ils le gravissaient plusieurs fois par jour et aussi au cours de la nuit. Combien de marches il fallait gravir? Est-ce que vous voulez vraiment le savoir? Oui, j'aimerais savoir ce qui m'attend là. 276 marches. Allez, c'est parti, on y va Nicolas. Un peu de sport. C'est par là, hein. Alors, pour accéder au sommet du phare, il faut donc emprunter ces 276 marches, mais il paraît qu'une fois là-haut, on est bien récompensé avec une vue extraordinaire. Mais l'intérieur du phare, comment est-il constitué? Il y a plusieurs paliers? Alors, il faut savoir que le phare du Risban, c'est quand même un phare qui va être assez physique, dans le sens où le premier palier, on va le retrouver seulement après les 200 premières marches. Donc là, on va arriver dans un premier niveau où les gardiens, à l'époque, pouvaient récupérer leurs outils par le biais de ce monte-charge qui est juste là. 200 marches déjà gravies. Ça veut dire que je suis arrivée au premier palier et qu'il ne me reste plus que 76 marches. On y croit. De ce niveau, on va pouvoir emprunter un second escalier qui va être un petit peu plus pentu, qui va nous mener à une première salle de veille. Et de cette salle de veille, encore un autre escalier qui nous permet d'accéder au balcon de veille et donc à l'extérieur. Waouh! Super vue, très impressionnante là. Bien dégagé. Et pourtant, il fait pas beau, mais c'est quand même très appréciable. Là, on voit très bien tout le littoral dunkerquois. Quand c'est bien dégagé, on arrive même jusqu'à voir jusqu'à Ostende, vraiment en Belgique. On va se rapprocher, donc devant nous, c'est la plage de Malo-les-Bains. Juste devant nous, il y a 2 bâtiments jumeaux là, ce que semble. Oui. Celui de droite, c'est le bâtiment originel, un chantier naval ici à Dunkerque. Devant nous, s'étend le chenal d'accès, qui permettait à l'origine aux bateaux de rentrer véritablement dans le port originel de Dunkerque. Et ce qu'on peut voir vraiment au lointain, on a une belle vue sur toute la chaîne des monts des Flandres. Donc d'ici, on peut distinguer Cassel, le mont des Récollets, le mont des Cas. On arrive même à voir jusqu'à Bergue, qui est juste à gauche de du beffroi de Saint-Éloi. Et on voit évidemment très bien le beffroi. Oui, tout à fait. Donc le beffroi de Saint-Éloi qui est à droite. Au milieu, c'est le beffroi de la mairie et à gauche, c'est la tour du Reuse. D'ici, on est environ à 58 mètres de hauteur et on a vraiment un panorama exceptionnel sur toute la ville de Dunkerque. Donc d'ici, on voit vraiment toute l'évolution, toute l'histoire de la ville. C'est-à-dire que là, juste devant nous, donc on a des bassins qui ont été aménagés à partir du milieu du 19e siècle pour agrandir le port, parce qu'à l'origine, le port de Dunkerque, c'est juste le bassin qu'on va retrouver juste devant le musée maritime et portuaire. Mais il y a quand même pas mal de vent ici. Encore, c'est un jour tranquille, calme. Je n'ose même pas imaginer à quoi ça doit ressembler ici par jour de tempête. Sur un jour très calme, c'est-à-dire que là, nous, faut savoir qu'à partir de force 7, on ferme à la visite parce que c'est vraiment trop dangereux. Donc là, non, aujourd'hui, on est bien, il fait beau. Et puis, il faut avoir le cœur bien accroché si on est sujet au vertige parce que, il faut mieux pas trop se pencher. Déjà, il faut au niveau cardiaque être fort pour monter jusqu'ici. Ensuite, on a un petit effet vertigineux. Alors c'est juste une question d'habitude, c'est pour ça que la première fois que les visiteurs montent sur le balcon de veille, on leur conseille de raser le mur, le temps de s'habituer justement à la hauteur, mais ça se passe bien en général. Alors il y a aussi un dernier escalier qui permet d'accéder aussi à l'optique du phare. En temps normal, on n'a pas le droit de le visiter, mais cette fois-ci, on va pouvoir. Face à moi, le cœur battant du phare, ce qu'on appelle la lentille de Fresnel. Alors comment fonctionne-t-elle? Alors c'est un système assez simple qui permet de projeter une lumière en un faisceau à 52 km en pleine mer. C'est un système qui tourne grâce à une cuve à mercure qui permet de rendre cette lentille assez légère et de pouvoir tourner tous les 2 secondes. Je vois plein de morceaux de verre orientés sous différentes inclinaisons, ça fait des reflets d'arc-en-ciel sur moi. L'objectif de tous ces angles, c'est tout simplement de condenser la lumière à un seul point, à peu près 10 km d'ici. Et après de faire un faisceau continu et qui ne se diverge pas. Chaque phare a un langage particulier et donc le fait de tourner à une certaine vitesse ne va pas donner le même message, le même rythme aux marins. Et donc, chaque phare a son propre langage. Donc, ça fait qu'un marin va reconnaître que c'est le phare du Risban.
Et celui-là, il tourne de quelle manière alors? Lui, c'est tous les 2 secondes, il y a un éclat tous les 2 secondes. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? C'est des LED? Alors là, on est sur une simple ampoule. Prochainement, on va être sur une LED. Donc c'est une ampoule halogène. C'est assez puissant, 250 watts. Mais c'est tout petit et ça projette autant. Il y a juste besoin d'une seule ampoule pour éclairer jusqu'à 52 km à la ronde. Grâce à la lentille de Fresnel. Et prochainement, on va passer à un système de LED plus efficace et qui consommera encore moins et qui sera plus petit. À partir de quelle heure cette ampoule s'allume? Est-ce que c'est dès que la nuit tombe? Et quand est-ce qu'elle s'éteint? C'est dès les premières lueurs de l'aube? Tout à fait. En fait, on a un détecteur sur le côté qui permet de voir l'intensité de lumière aux alentours. Et quand la lumière extérieure se baisse, en fait, le phare s'allume. Et quand la lumière du soleil revient, le phare s'éteint. Et donc, ça peut arriver que pendant certaines tempêtes, en pleine journée, le phare s'allume. Donc là, si on était tous les deux au même endroit ici, mais de nuit, on serait totalement aveuglés, non? Alors, non, il ne faut pas regarder la lumière directement. Voilà. Mais le gros de la puissance de la lumière est porté à 10 km, pas dans la lentille. Ah, d'accord. Voilà. Et la chaleur, comment vous l'expliquez? Parce que il y a quelque chose d'assez étouffant. Alors, c'est tout simplement dû à la coupole et l'angle des vitres qui sont arrondis à 360 degrés. Donc, ça fait que la chaleur rentre naturellement ici. Il y a une ventilation, mais qui est limitée. Oui. Et donc, ça condense énormément la chaleur dans une coupole. C'est effet de serre, en fait. Oui, hein. C'est une serre. Mais il n'y a pas des rideaux qui nous permettent de nous protéger un peu de la chaleur? Initialement, il y avait des rideaux dans l'ampoule précédente pour justement la protéger de la chaleur et éviter qu'elle éclate. Parce que, voilà, quand le soleil rentre au milieu et qu'il se condense sur l'ampoule, il pouvait la faire éclater. Mais en fait, il n'y a plus personne qui habite le phare désormais, plus de gardiens, tout est automatisé? Alors depuis 1985, oui, la totalité de l'installation est automatisée. Au début, il fallait quelqu'un pour allumer et maintenant, en fait, tout se gère à distance grâce à la technologie moderne. Sur le phare de Dunkerque, en fait, on vient tous les 6 mois en moyenne pour faire un entretien préventif. Parfois un peu plus fréquemment si on est sur du curatif, donc ça veut dire qu'il y a une panne et donc on est obligé d'intervenir. Tous les 10 ans, on fait une grosse modernisation. Donc là, c'est une modernisation qui va commencer, où en fait, on est en train de faire les plans des nouvelles installations électriques pour améliorer les installations, les sécuriser, et pour que les prochaines générations, en fait, on n'ait pas de problème avec ce phare-là. Lors de vos différentes interventions, quels ont été les gros problèmes auxquels vous avez été confrontés, par exemple? Ici, on a principalement des problèmes d'infiltration d'eau, mais l'humidité est fréquente dans tous les phares. Les phares ont été conçus pour résister à l'eau. Oui, alors, donc ils ne résistent pas. Sauf qu'il y a eu des travaux post-Seconde Guerre mondiale où en fait ils ont rendu étanches beaucoup de surfaces alors qu'initialement les phares ont vocation à respirer pour laisser sortir l'eau. Mais comment se fait-il qu'avec l'arrivée du GPS, les phares et les balises soient devenus indispensables? Le GPS en fait c'est une technologie qui peut se faire pirater, où il peut avoir des problèmes, ça arrive quand même assez régulièrement. À l'inverse d'un phare, un phare c'est fixe. Donc pour un marin, en fait, la position d'un phare, la lumière d'un phare lui permet de se repérer rapidement d'un seul coup d'œil. Mais au niveau purement technologique, comment tout cela a évolué au cours de ces dernières décennies? Initialement, les phares et balises, c'était un feu, tout simplement. Et après, il y a eu des lampes à pétrole, des lampes à gaz. Et après, on est passé à différentes ampoules de plus en plus puissantes en termes électriques. Et maintenant, on est sur des LED. Voilà. Et donc en fait, la technologie évolue, ça demande de moins en moins de réparations et de moins en moins de rechange. Est-ce qu'on a d'autres technologies qui vont arriver d'ici peu? Là actuellement, les technologies ont plutôt vocation à diminuer en fait la consommation électrique et d'être directement sur des panneaux solaires comme la plupart de mes feux déjà en fait. On parle souvent du sommet d'un phare, mais on s'intéresse moins à ce qui se passe tout en dessous dans les sous-sols. Alors je vous propose d'y aller faire un petit tour. Mais Steve, c'est vraiment immense ici. Ça a des allures un peu de bunker très sombre et très grand. Alors, c'est à la même superficie en sous-sol que les salles que vous avez vues au premier étage, au rez-de-chaussée. C'est un carré parfait. C'est le côté mathématique des constructeurs des phares et balises. Donc ça fait que chaque côté est égal, chaque fenêtre a la même dimension. Est-ce que ça a servi aux Allemands pendant la guerre à se protéger? Ça pouvait servir aux Allemands pendant la guerre.
pour se protéger, pour stocker un peu de matériel et être à l'abri. Ouais. Et ça servait aussi aux gardiens de phare, c'était l'équivalent de leur atelier. En fait, ils pouvaient travailler tranquillement, là, souder, faire des petites réparations avant de pouvoir les monter en hauteur. Là, je remarque que c'est ajouré. En tous les cas, il y a un beau travail de ferronnerie à plusieurs endroits du sous-sol. C'est pour laisser passer un peu de lumière, j'imagine. Oui, c'est pour laisser passer de la lumière et faire respirer principalement. Ça crée ces courants d'air, en fait. Et ça sent pas la vieille cave humide. Et grâce à ces aérations, en fait. Ça ne s'arrête plus, là. On arrive encore dans une nouvelle pièce. Et ce que je comprends un peu moins, là, c'est ce qu'il y a tout au fond avec cette percée. Alors, cette percée, c'était pour contrôler justement le niveau de pétrole et de fuel dans le bâtiment. Donc, c'est une cuve qui était dans un des carrés complets. Mais on voit rien du tout, là. Bah, c'est tout noir. C'est sûr qu'il n'y a pas des cadavres et des trucs horribles laissés cachés là-dedans. Alors, de l'autre côté, on a fait une ouverture un peu plus grande. C'est horrible cette réponse. Alors oui, nous avons des cadavres. De l'autre côté, on a fait une ouverture un peu plus grande. Et en fait, on est allé voir quand même pour justement dépolluer. Et donc, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Moi, je ne crois que ce que je vois. Donc, je vais jeter un coup d'œil. Dans cette pièce, il y a une percée dont Steve me parlait. Il n'y a pas de cadavre. Ouh, tout va bien. En revanche, c'est très grand. Steve, on pourrait carrément faire une piscine géante là-dedans. En effet, c'est parfaitement isolé. Mais vu que vous adorez être ici, je vous laisse tranquille. Oui, enfin pas trop longtemps. Steve ? Ah non, Steve ! Non, 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 non ! Attendez, Steve ! Non, 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 Steve ! Steve ! Ouvrez-moi ! Non mais ouvrez ! Et c'est ouvert. Ah oui, ça m'a pas fait rire beaucoup ça. C'est pas drôle du tout, Steve. Vraiment pas. Allez, retour à la case départ. C'est ici que les visiteurs arrivent quand ils viennent découvrir le phare et on tourne nez à nez avec ces deux statues. Qui sont-ils ? Oui, alors ça représente les bustes de Charles-François Botemps-Beaupré, qui est considéré comme le père de l'hydrographie en France, c'est-à-dire l'étude des fonds marins. D'accord. Et de l'autre côté, donc, on a Augustin Fresnel, donc c'est l'inventeur de la fameuse lentille de Fresnel. Et au rez-de-chaussée, en fait, on a toute une partie muséale. Plein d'objets sont exposés, mais comment s'organise le musée ? Alors il y a deux espaces. Donc on a un premier espace qui va plutôt parler de la navigation, et de l'autre, donc on a plutôt un espace qui va parler de toute l'histoire du phare, de sa construction. C'est ça qui m'intéresse. J'aimerais en savoir davantage. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Ah, ça, je crois reconnaître. Ça ressemble à la lentille de Fresnel de tout là-haut. C'est ça, donc ça c'est un autre modèle, on en a plusieurs d'ailleurs dans le phare, mais on n'a pas que ça. On a aussi beaucoup de panneaux pédagogiques qui permettent d'expliquer l'histoire du phare, comment il a été construit. On a aussi un espace d'exposition temporaire. Et on a la salle rouge de l'autre côté, on va pouvoir aussi voir d'autres objets. La salle rouge, on y va. La salle rouge, on y est. Ouh, il y a plein d'objets ici. Alors ça, on dirait un espèce de scaphandre, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un fût de compas. Alors le compas c'est quoi ? C'est une sorte de boussole en fait qu'on retrouve à bord des navires. Et donc cette boussole était à l'intérieur de ce fût pour la protéger. Là on est vraiment sur l'univers de la signalisation marine. Alors tiens, d'ailleurs en parlant de signalisation, on a un beau panorama qui représente tous les bancs de sable qu'il y a au large de Dunkerque. Et la petite chose intéressante à signaler, c'est qu'on a un bateau rouge qui est juste là. Oui. Alors ce bateau rouge justement, on va le retrouver actuellement devant le musée maritime et portuaire, c'est le Sang d'Étier. On parle d'un phare, il existait aussi des phares flottants. Et le Sang d'Étier, c'est le dernier bateau-feu à avoir navigué en France. Et là, à ces grandes bonbonnes, c'est des vestiges de la Seconde Guerre mondiale ? Des sifflets de bouée. Alors les sifflets de bouée, à quoi ça sert ? Ça sert à émettre un son. C'est-à-dire que par exemple, quand un navire navigue en pleine brume, qu'il n'a pas forcément la possibilité de voir un repère visuel, là on va avoir un repère sonore. Donc avec le sifflet de bouée. Ça fonctionnait tout simplement au contact de la houle. Ah, dès que c'était un peu agité, clac, ça sifflait. Alors là, j'ai la chance incroyable de rencontrer le fils de l'un des derniers gardiens de ce phare. Il s'appelle Georges, il a 91 ans. Vous êtes né, vous avez vécu dans ce phare ? Je suis arrivé ici en 1939. J'avais 5 ans et je me souviens, c'était le 20 février 1939, le docteur Ruissen, c'est lui qui est venu accoucher ma mère. Et il a foutu des bassines tout autour du lit et il a mis de l'alcool, il a foutu le feu pour chauffer la pièce.
Et moi, je devais être là au bout, je ne sais pas où, et souvenir, ça c'est resté ça. Mais il n'y avait qu'une seule et unique pièce où vous viviez? Ah, ici, avec une pièce, et ça c'était la chambre. À l'origine, il n'y avait qu'une fenêtre. Et il y avait une cuisine, des La sanitaires? cuisine elle est là-bas, et c'est tout. Ouais. Les salles de bain, tout ça, ça n'existe pas. Ah, mais comment faisiez-vous pour vous laver? À la bassine, comme dans le temps. Mais il y avait très peu d'espace. il y Vous avait- étiez 4? Nous, on était 4 enfants, oui. 4 enfants Ouais. et 2 parents? Ouais. À 6? Ouais. Ici. L'eau elle était là, et puis l'électricité, ben, il y en avait puisqu'il y avait le phare. Eh oui, bien sûr, c'était l'avantage. L'hiver, il devait faire très froid. L'hiver, il faisait froid. Le matin, quand on se levait, le litre de bière qui était sur la table, il était gelé. Bah oui, il y avait de la glace. Mais vous étiez très malade tout le temps. Bah oui, mais on était habitués. Hein, Vous étiez endurci. Bah non, mais on était habitués. C'est peut-être le secret de longévité. Vous avez 91 ans. Peut-être. Alors, Georges, à quoi ressemblait votre quotidien ici, dans le phare, et surtout le quotidien de votre papa? Alors, il y avait 2 gardiens. Mais quand on arrivait ici, il y avait le gardien-chef qui était de l'autre côté, l'autre appartement. Il montait au phare au coucher du soleil, et la relève était à 1h du matin. Et à 1h du matin, l'autre gardien montait et lui restait jusqu'au lever du soleil. D'accord. Et ça, toute la semaine. Un jour, mon père est monté au phare le soir pour prendre son service et il y avait une nappe de brouillard. On est monté en haut et on voyait la nappe de brouillard et on voyait la mairie de Dunkerque et le beffroi qui dépassait, c'est tout. Ah, mais ça devait être spectaculaire de voir ça. Il n'y a que vous qui pouvez profiter de ce spectacle en habitant le phare. Alors, j'ai vu que vous aviez des documents à côté de vous. Qu'est-ce que c'est? C'est quand l'optique a été changée en 1952, qui est actuellement là. Donc, depuis 1952, c'est le même, Oui, c'est le même. Et Mais ça, c'est mon père. avec la pipe à la bouche. Ah oui, à l'époque, c'était marqué l'homme le plus haut placé de Dunkerque. Quand on est dans le phare, on voit tout ce qui se passe sur les toits et vous vous en serviez comme de gibier de certains oiseaux, non? Ouais. C'est quoi cette histoire? En 1945, il n'y avait que le phare dans le port. Il n'y avait que cette lumière-là. Oui. Du gibier, il en passait des quantités, et donc le gibier tapait dans les glaces. Le gibier qui restait sur le balcon et qui tombait sur la toiture, ça c'était pour les gardiens de phare et les amis. Et tous les gens qui travaillaient de bonne heure, tous les matins, ils faisaient le tour du phare pour ramasser tous les oies, les canards qui étaient morts. Et tous les jours. Donc vous étiez nourri gratuitement grâce au phare. Pas de viande, on n'avait aucun problème. Mais pourquoi ils se cognaient dans le phare ces oiseaux? Parce que quand il y a une lumière, ils tapent, ils s'en tirent pas la lumière et Ils s'assomment. Et ils se tuent. Oh, et là, Là, c'est mes parents. c'est vos parents? Ouais. Au pied du phare. Alors là, c'est ma mère. Est-ce que c'est la pièce? Je sais pas. Et là, on est tous les 4 avec ma mère. Là, c'est moi, là, c'est mon frère André, ma soeur Lucienne et mon frère Michel. Est-ce que vous avez un souvenir assez amusant de nettoyage avec votre papa? Oui, parce qu'un jour, il a eu une idée, il veut nettoyer l'escalier. Il m'a dit, on va monter des seaux d'eau, après que le monde charge. Donc, on a mis des seaux d'eau, et puis dans son idée, il a acheté l'eau dans le haut de l'escalier. Et puis, il a dit, bon, ça va dégouliner, et puis peut-être on va laver. Mais le problème, c'est que les marches sont usées. L'eau est restée dans les marches. Ah, c'est pire du coup! Après, il fallait tout éponger partout. Quels sont les avantages et les inconvénients de vivre dans un phare? Les avantages, c'était la liberté complète. J'avais 11 ans, je braconnais déjà les lapins et tout le bordel, et la pêche. Et les autres avantages de vivre dans le phare, c'est quoi? Des avantages, il n'y en avait pas parce que pour aller à l'école, on faisait 20 km pour aller à l'école à pied. Mais Georges, vous n'aviez pas peur, enfant, de temps en temps, la nuit, jour de tempête dans ce phare? Un jour, il y avait tempête et le phare il bouge. Oula! Alors ils nous ont appelés, effectivement, quand on est en haut, qu'il y a une tempête, le phare il bouge. Mais il bouge en sens contraire du vent. Si le vent est là, il bouge comme ça. Mais ça fait pas super peur, ça? Non, mais on le sent bouger. D'accord. On le sent bouger. Comme un roseau, en fait. Oui, Il bouge, exactement. mais il ne casse pas. Exactement. Bon, espérons qu'aujourd'hui, il n'y ait pas trop de vent. Si vous souhaitez à votre tour visiter le phare du Risban de Dunkerque, sachez qu'il est ouvert uniquement le dimanche matin de 10h à 12h30. L'entrée est à 4 €, mais elle est gratuite pour les moins de 7 ans. Et puis, pourquoi ne pas faire comme moi? Faire une digue, c'est ce qu'on dit ici, c'est-à-dire faire une promenade sur la digue et profiter d'un autre point de vue de ce magnifique phare du Risban.